Bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées depuis différents pays dans le monde. Je m'appelle Alexandra Imani et je fais partie de l'équipe du centre de formation d'ONU Femmes. Je suis heureuse de vous donner la bienvenue dans notre webinaire sur pourquoi la budgétisation sensible aux genre est-elle importante pour l'agenda 2030, qui est aussi une session d'information sur les cours offerts par le centre de formation d'ONU Femmes sur la budgétisation sensible aux genre ou BSG pour ses sigles en français. Vous pouvez voir sur vos écrans les contenus que nous allons aborder aujourd'hui. Durant cette session, nous allons parler de budgétisation sensible aux genre. Qu'est-ce que la BSG? Pourquoi l'utiliser et comment? Nous allons également présenter les différentes options de formation dont nous disposons au centre de formation d'ONU Femmes. À la fin de cette session, nous aurons un espace pour reprendre vos questions ou réagir à vos commentaires. Avant de commencer, voyons comment vous pouvez participer en écrivant vos questions ou commentaires. Comme vous pouvez voir sur votre écran, vous avez un panel avec des options sur le côté droit de votre écran. Pour écrire une question, merci de l'écrire dans l'espace questions. Vous pouvez écrire vos questions ou commentaires tout au long de la présentation. Nous allons en prendre note pour que les panélistes puissent y reprendre à la fin de la session. Notez également que ce webinaire est enregistré et il serait accessible sur notre chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous présenter nos deux panélistes. Claudie Vouy est experte en genre et développement. Elle a une solide expérience des enjeux politiques, épistémologiques et opérationnels liés à la thématique genre et développement. Son axe de travail principal est l'intégration du genre dans les politiques, programmes et projets de développement dans le pays du Sud et l'empowerment ou de l'autonomisation des femmes. Militante féministe, elle a cofondé le réseau francophone Genre en Action en 2003. On était la présidente de 2009 à 2014 et on est maintenant membre active. Elle a une longue expérience en formation auprès de membres de gouvernements, parlementaires, associations et instituts de recherche, en particulier au Burundi, Gambie, Nigeria et Sénégal, entre autres, mais aussi pour un public international. Elle est connectée depuis Angoulême, dans le sud-ouest de la France. Merci beaucoup, Claudie, pour cette présentation. Elisabeth Robert coordonne les cours de BSG du Centre de formation d'ONU Femmes. Elle coordonne également d'autres cours depuis la création du centre en 2011. Auparavant, elle travaillait pour l'Onstro en recherche sur le thème genre et migration. Elle a également travaillé pour des ONG. Elle va nous parler des différents cours de BSG offerts par le centre. Je laisse maintenant la parole à Claudie pour la première partie de la présentation. Mais d'abord, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions ou partager vos commentaires tout au long des présentations. Claudie, je vous passe le micro. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, où que vous soyez. Alors, le thème de notre webinaire, c'est donc un peu une exploration de ce qu'est la BSG et notamment de son importance pour l'agenda 2030. Alors évidemment, avant de rentrer sur la question du comment, c'est quand même important de clarifier en gros, bien sûr, ce qu'est la BSG. Alors, on va dire qu'il y a trois grandes questions que la BSG nous aide à clarifier, qu'elles soient appliquées à un niveau national ou à un niveau local. C'est comment le budget est-il construit? Comment est-ce que le budget est monté? Et puis aussi qui participe à l'élaboration du
du budget. La deuxième grande question, c'est comment sont décidées les priorités, sur quoi se basent en fait les autorités, les collectivités, les gouvernements, les ministères, quand ils décident d'allouer un budget ou de répartir un budget d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce qu'on décide et sur quelle base, sur quels critères est-ce qu'on décide de la manière dont on va collecter le budget, puisque bien entendu, l'assiette fiscale, c'est une part importante de la budgétisation sensible au genre, à travers les taxes, à travers les impôts. On sait que la manière dont on collecte l'argent a également aussi beaucoup d'importance et beaucoup d'influence sur l'égalité femmes-hommes. Donc d'un côté, comment on collecte l'argent, et puis aussi, bien entendu, comment est-ce que l'argent sera dépensé. Et puis la troisième question, c'est où va vraiment l'argent? Qui en bénéficie véritablement? Et c'est certainement le plus important, qu'est-ce que ça change au final? Et normalement, qu'est-ce que ça change pour l'égalité femmes-hommes? Alors, la budgétisation sensible au genre ou les budgets sensibles au genre, donc BSG, ont des composants qui sont très connectés, mais qui ont chacun des aspects assez différents. C'est ce que vous voyez un petit peu maintenant sur l'écran. Il y a bien sûr un aspect, et c'est la bulle grise, de la croissance économique et du développement. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a mis l'accent sur le fait qu'avec la BSG, on pouvait accroître l'efficacité du développement. C'était surtout l'argument qui était porté par les institutions financières qui était de dire il faut investir dans les femmes. Hein, donc, invest in women. Hein, on part du principe que les femmes sont 50% de la population et qu'on ne peut pas laisser donc 50% de la population sous-développée, puisque ça contribuerait évidemment au sous-développement global du pays. Donc ça, c'est un argument, mais bien entendu, ça ne peut pas être le seul argument du pourquoi c'est important de faire de la BSG. Il y a évidemment toute la question des droits humains. La bulle jaune, les femmes ont effectivement des droits fondamentaux, que ce soit des droits sexuels et reproductifs, droit à l'éducation, droit à l'eau, enfin bon, tous ces droits que vous connaissez. Et bien entendu, la BSG peut être aussi un moyen de s'assurer que ces droits sont respectés. Il y a bien entendu la question de l'égalité. Équité, égalité entre les sexes, avec toute l'intersectionnalité que ça suppose, hein, puisque les femmes ne sont pas un groupe homogène et les hommes non plus ne sont pas un groupe homogène. Mais la question de l'égalité et de l'équité, c'est effectivement extrêmement important pour la BSG, puisqu'on va se poser la question, pas simplement de savoir si on répond aux besoins, mais aussi si on réduit les inégalités. Et évidemment, pour la BSG, ce qui va être fondamental, ça va être de comprendre si le budget tel qu'il est alloué permet de réduire les structures mêmes sur lesquelles se basent les inégalités. Donc, pas simplement de répondre aux besoins pratiques, notamment aux besoins pratiques des femmes, mais fondamentalement, est-ce que la BSG va nous permettre, et comment est-ce qu'elle pourrait nous permettre de s'attaquer aux causes mêmes des inégalités pour que le changement social soit durable? La question de la participation, c'est la bulle verte, est essentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est très important que et les hommes et les femmes, dans leur diversité, puissent faire partie des équipes municipales ou gouvernementales, quelles qu'elles soient, qui contribuent à alimenter la réflexion, à alimenter le diagnostic, à alimenter le suivi de la question budgétaire. Pas parce que les femmes sont génétiquement programmées pour être sensibles à la question du genre, mais parce que la mixité, quelle qu'elle soit, et notamment en termes de genre, apporte toujours un enrichissement à la manière de concevoir des politiques et aussi à la manière de concevoir des budgets. Les deux bulles bleues sont importantes puisque ce sont des bulles qui ont trait à la question un peu de la gouvernance, parce qu'en éclairant la manière de définir le budget, en éclairant la manière dont le budget est affecté, on facilite effectivement aussi la transparence, qui est un enjeu important de gouvernance, hein, notamment quand on est dans une démarche aussi
d'efficacité, d'efficience et de lutte contre la corruption. Et puis aussi la BSG, très importante pour la question de la reddition des comptes. Donc là, on est vraiment dans une question de redevabilité. L'argent public est par définition de l'argent public, donc de l'argent des citoyens et des citoyennes, qui est collecté donc à travers les taxes et les impôts. Et il est donc juste tout à fait normal que les citoyens et les citoyennes sachent où va l'argent et à quoi servent les budgets auxquels eux-mêmes ont contribué. Donc tous ces éléments-là s'imbriquent les uns avec les autres. Et bon, ce que l'on constate, et on pourra en reparler, c'est que selon le type d'organisation que l'on est, selon aussi le type de politique gouvernementale que l'on porte, on va peut-être mettre davantage l'accent sur la croissance économique ou davantage sur les droits humains. Je voudrais vraiment insister que la question de l'égalité, de l'équité et des droits humains ne doit pas être subordonnée, à mon sens, à la question de la croissance économique et du développement. Ce n'est pas parce qu'un pays accroît ses richesses qu'il réduit automatiquement les inégalités. Souvent, c'est bien la réduction des inégalités qui est un facteur de croissance et non le contraire. Donc ça, ce sont vraiment des choses à réfléchir. Prochaine diapositive. Suivante. Voilà. Alors, pourquoi la BSG? Quel est le cadre international? On a coutume de dire que c'est la plateforme d'action de Pékin, donc en 95, qui a pour la première fois mis un peu la BSG à l'ordre du jour, en insistant sur le fait qu'il faut que les politiques générales concernant tous les secteurs de la société soient conçues dans une perspective égalitaire et que des mesures concrètes bénéficiant d'un soutien institutionnel et financier suffisant soient appliquées à tous les niveaux. Alors, cette plateforme de Pékin, bien entendu, cette exigence de la BSG, je crois qu'il faut vraiment reconnaître l'apport des féministes économistes qui, depuis plus de 40 ans, travaillent justement pour que le financement public réponde à la question de l'inégalité ou de l'égalité entre les sexes. Donc, la première pierre, on peut dire, a été posée lors de la plateforme d'action de Pékin. Ça n'a pas vraiment été suivi d'effet en 95. En 2000, ça n'est pas mentionné là sur la diapo, mais en 2000, avec les OMD et avec l'objectif 3 des objectifs donc, du millénaire pour le développement, on a vu une nouvelle insistance sur la question des budgets et de la nécessité donc, de financer le développement. Malheureusement, à la fin des objectifs du millénaire, donc en 2015, on a pu constater que l'objectif 3 avait été le moins financé de tous les objectifs du millénaire. En parallèle des objectifs du millénaire, il y a eu, depuis le début des années 2005, avec l'avènement des nouvelles modalités d'aide au développement et de l'agenda pour l'efficacité du développement, il y a eu donc ce partenariat mondial qui s'est construit à Busan à partir de 2008 et puis ensuite en 2014. Et là, il y a 10 indicateurs qui ont été proposés pour l'efficacité du développement et un indicateur en particulier portait sur égalité de genre et autonomisation des femmes, qui faisait écho donc aussi à l'objectif 3 des objectifs du millénaire. Cet objectif 8, de la même manière que cet indicateur 8, on a aussi pu voir à la fin de sa période d'essai que assez peu finalement de pays l'avaient rempli. On était simplement à 35 pays au départ qui remplissaient donc les conditions de budgétisation sensibles au genre. Donc en 2015, avec l'arrivée donc des objectifs de développement durable, les ODD, et en parallèle donc la formulation de ce qu'on appelle donc l'agenda d'action d'Addis Ababa, le AAAA, c'est assez facile de s'en souvenir. Il y a là beaucoup plus d'éléments sur la question du genre qui est pris de manière beaucoup plus transversale dans les différents objectifs de développement durable et notamment à travers cet agenda et à travers l'agenda 2030, un nouvel indicateur a été proposé qui n'est pas fondamentalement différent de l'indicateur 8 dont nous avons parlé, mais qui propose, on va dire, un mode opératoire un peu clarifié pour aider les pays
à remplir donc le questionnaire pour savoir si oui ou non ces pays mettent en place la budgétisation sensible au genre. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que contrairement aux OMD qui ne concernaient que les pays en développement, les ODD concernent tous les pays de la planète. Donc, l'indicateur 5C1, qui va renseigner donc la proportion de pays qui sont dotés de systèmes permettant de suivre et de rendre public le montant des ressources allouées à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Cet indicateur concerne tous les pays de la planète. On a vu que déjà, dans la première phase, à la fin de 2016, on avait 81 pays qui avaient rempli cet indicateur. Donc, on voit qu'on est quand même en progression par rapport aux 35 pays dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on pourra revenir aussi sur voilà, les modalités de remplissage de cet indicateur et peut-être aussi leurs imperfections, puisqu'il y en a quelques-unes. Diapo 7, prochaine, s'il vous plaît. Suivante, voilà. Alors, cet indicateur, pour le remplir, les pays doivent répondre à un certain nombre de critères. Il y en a 3, et chaque critère vient avec un certain nombre de questions pour aider donc à remplir le critère. Souvent, donc, ce questionnaire est envoyé, ou en tout cas est rempli par le ministère des Finances, ou l'organisme qui est responsable du budget au sein du gouvernement. Le but de cet indicateur, c'est vraiment de repérer si des systèmes de traçabilité sont en place. Ce n'est pas véritablement pour capter le volume, la qualité ou la quantité de l'allocation budgétaire sur les questions de BSG. C'est beaucoup plus pour voir si le pays dispose d'un système pour allouer et pour suivre les progrès suite aux allocations budgétaires. Je pense que c'est assez important de le dire. Alors, critère numéro 1. Ce critère-là concerne donc toujours donc le dernier exercice fiscal. Et la question, c'est lequel de ces aspects, des aspects suivants, donc au niveau des dépenses publiques, sont reflétés dans vos programmes gouvernementaux et allocations budgétaires. La première question, c'est est-ce qu'il existe des politiques ou des programmes conçus pour répondre à des objectifs précis d'égalité entre les sexes, y compris quand l'égalité des sexes n'est pas l'objectif principal, que ce soit pour les services publics, la protection sociale, les infrastructures, quels que soient les domaines. Le gouvernement est supposé répondre par oui ou par non. Donc là, on est bien à la recherche à la fois de programmes qui visent spécifiquement l'égalité femmes-hommes, ou bien de programmes pour lesquels l'égalité femmes-hommes n'est pas le centre, mais qui quand même tiennent compte de cette démarche et de cette spécificité de l'égalité des sexes. Donc c'est un petit peu comme pour les marqueurs de l'OCDE, si vous les connaissez. On ne vise pas uniquement la traçabilité de ce qui va uniquement aux femmes ou uniquement à l'égalité, mais de tout ce qui concerne et qui a voilà, qui représente un potentiel pour faire avancer l'égalité des sexes, que ce soit un ciblage spécifique ou alors un ciblage plus transversal. La deuxième question, elle concerne donc est-ce que les non, toujours sur le critère 1, comme en arrière. La deuxième question, c'est est-ce que les programmes ou les politiques ont des ressources budgétaires suffisantes pour atteindre à la fois les objectifs généraux et les objectifs d'égalité de genre. Donc là, on est bien dans l'estimation quand même de la pertinence des volumes budgétaires, mais on ne demande pas quels sont ces volumes. On demande simplement d'estimer si ces ressources budgétaires sont suffisantes pour atteindre les objectifs. Donc ça, c'est peut-être également aussi une faiblesse. Et la troisième question sur ce critère, c'est est-ce qu'il existe des procédures pour s'assurer que ces ressources sont exécutées conformément au budget? Donc, une fois que le budget a été décidé, par quels moyens, avec quels outils, quelles procédures, quels mécanismes
on s'assure que les ressources sont exécutées conformément au budget, qu'il n'y a pas de déviation, ou s'il y a des déviations, sont-elles justifiées, qu'il n'y a pas d'évaporation. On sait très bien que la question du genre a tendance à s'évaporer assez facilement dans les politiques, dans les programmes, mais aussi bien entendu dans les budgets. Donc très important, pas simplement de planifier, mais également bien sûr de suivre que ce qui a été planifié s'exécute conformément. Donc ça, c'est vraiment le premier critère qui s'intéresse au budget dédié donc aux questions de genre. Prochaine diapo. Alors, le critère numéro 2 s'intéresse davantage vraiment au système de gestion des finances publiques. Et ça, c'est très important parce que la plupart des pays actuellement suivent, au nord et au sud d'ailleurs, sont dans des démarches de réforme de la gestion des finances publiques. Et bien entendu, on peut penser que ça représente une opportunité pour la budgétisation sensible au genre, d'autant que cette réforme de la gestion des finances publiques s'accompagne généralement à travers donc l'agenda de l'efficacité du développement d'une démarche de gestion axée sur les résultats, qui demande de formuler les politiques, mais aussi de formuler des budgets de manière assez différente de ce qui se passait jusqu'à présent, où on insiste donc maintenant sur le fait que ce sont les résultats que l'on attend qui doivent véritablement guider les politiques et guider la budgétisation. Alors pour ce second critère, la question c'est est-ce que la circulaire budgétaire ou la lettre de cadrage, ça s'appelle différemment dans différents pays, qui est donc ce cadre qui est émis par le ministère des Finances en début d'année fiscale, est-ce que cette lettre de cadrage ou cette circulaire budgétaire fournit des instructions pour justement cadrer les allocations budgétaires, qu'elles soient spécifiques ou simplement sensibles à la question du genre? Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas espérer des gouvernements et un gouvernement ne peut pas espérer de ses ministères de faire de la budgétisation sensible au genre sans donner d'instructions précises au plus haut niveau des politiques. Et cette lettre de cadrage, c'est évidemment un outil haut placé dans la hiérarchie des outils. Et on sait que dans certains pays, il y a des circulaires budgétaires, donc des lettres de cadrage, qui sont émises avec des instructions très précises, parfois même accompagnées de manuels, de grilles ou de checklists, enfin voilà, avec des outils complémentaires pour véritablement expliquer au ministère ce qui est attendu d'eux en termes d'intégration du genre dans les budgets. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a une circulaire budgétaire et est-ce qu'elle fournit des instructions pour cadrer le genre? La deuxième question concerne le diagnostic en fait sur lequel on se base pour décider d'un budget. C'est la question de l'évaluation ex ante. Est-ce que votre politique, est-ce que le programme que vous proposez donc au budget, est-ce que cette politique ou ce programme a été soumis à une évaluation ex ante? C'est-à-dire, est-ce qu'on a mesuré en amont son impact potentiel sur les questions du genre? Est-ce qu'on a élaboré des scénarios? Si on va dans telle direction, l'impact sur le genre risque d'être plutôt comme ça. Si on va dans une autre direction, si on choisit telle option par rapport à telle autre option, l'impact va être différent. C'est effectivement extrêmement important, y compris pour les politiques fiscales. Si on décide par exemple de cibler, de taxer séparément les deux membres d'un couple, c'est pas la même chose que de cibler l'ensemble du ménage, par exemple, par la fiscalité. Et ça peut avoir et on sait que ça a des incidences importantes, par exemple, sur la manière, si les gens décident de se marier ou de ne pas se marier, sur comment ils vont décider de mettre les enfants sur le compte plutôt du mari ou plutôt de la femme en termes de fiscalité. Donc, voilà, ça c'est un exemple, mais il y a énormément d'exemples. Donc, est-ce que le programme
tel qu'il est proposé, a été soumis à une évaluation ex ante pour informer donc de son impact potentiel sur le genre. La troisième question, c'est est-ce qu'on a des statistiques ou des données donc ventilées par sexe, sexospécifiques, qui permettent d'éclairer les décisions politiques, mais bien entendu aussi d'éclairer les décisions budgétaires. Sur quoi se base-t-on? Est-ce qu'on a des données valables, objectives, qui permettent donc d'éclairer les politiques? C'est extrêmement important. La quatrième question, c'est est-ce que le gouvernement fournit un rapport genre? Il y a beaucoup de pays maintenant qui, avec la circulaire budgétaire, insistent, et parfois même c'est la loi fiscale, la loi budgétaire qui inscrit ça dans son contenu. Est-ce que le gouvernement fournit un rapport genre? Un rapport genre, c'est une sorte de bilan qui, à la fin de l'année écoulée, mais enfin bon, comme on est dans un cycle, la fin, c'est aussi le début. Hein, donc le rapport genre, il est à la fois à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Ce rapport genre, c'est celui qui va permettre d'expliquer dans les différents secteurs gouvernementaux, éducation, santé, transport, infrastructure, communication, tous les secteurs que vous voulez, la défense, etc. Ce rapport genre va expliquer d'où nous sommes partis en termes d'égalité ou d'inégalité de genre, en termes de besoins, qu'est-ce qu'on a fait avec le budget, sur quoi on a fléché le budget, et au final, qu'est-ce que ça a permis de changer. Il y a des rapports genre au Maroc, il y a des rapports genre au Rwanda, il y a des rapports genre dans de nombreux pays maintenant. Ils sont remplis généralement par les différents ministères, coordonnés par le ministère des Finances. Et c'est extrêmement important parce que ça permet à la fois ça permet de mesurer donc, le chemin parcouru et de mesurer aussi les volumes budgétaires alloués à tel et tel besoin ou telle et telle situation d'empowerment, de valorisation des compétences, ou etc. etc. La question 5, elle est relative au marquage. Donc la question des marqueurs genre ou des classificateurs, si vous voulez. Là aussi, de nombreux pays utilisent ce système de marquage pour faire la différence, par exemple, entre l'argent qui est spécifiquement attribué aux femmes, l'argent qui est spécifiquement attribué à l'égalité de genre, et ça peut être évidemment, bien entendu, aussi un travail qu'on peut faire avec des hommes, ou de l'argent qui est attribué à une cause plus générale, par exemple la citoyenneté ou la justice, mais dont on va essayer de savoir si l'égalité de genre a été intégrée dedans. Et c'est très important qu'on puisse distinguer comme ça ces différents paquets pour voir si la majorité de l'argent va à des programmes plutôt de type transversaux, avec genre ou plus ou moins de genre, mais ça nous aide aussi à savoir si certaines enveloppes budgétaires sont allouées alors qu'on n'a aucun marquage sur le genre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'est pas informé du potentiel d'impact transformateur ou pas sur les questions de genre. De plus en plus, il y a des organisations qui prennent la décision que si un budget ne permet pas de voir clairement ou ne dit pas clairement en quoi il va avoir un impact sur les questions de genre, le programme n'est juste pas financé. Donc il faut retourner aux explications pour faire en sorte que aucune enveloppe budgétaire ne parte sans clarification sur son impact potentiel sur les questions de genre. La sixième question qui est posée au gouvernement, c'est la question de l'évaluation d'impact. On a parlé tout à l'heure de ex ante, donc ce qu'on va faire avant, et là on est dans le ex post, c'est-à-dire l'impact après, une fois que le programme a eu lieu, une fois que la politique a eu lieu, une fois que le budget a été véritablement dépensé, qu'est-ce qui a changé et pour qui? Et ça, on sait que malheureusement, c'est le point faible très souvent de beaucoup de politiques et de programmes. On fait des évaluations à la fin du programme, mais souvent pas avec un recul suffisant pour savoir s'il y a vraiment eu de l'impact. On sait que les questions de genre mettent du temps à changer. C'est pas des choses qu'on peut changer en 3 minutes. Et l'impact, c'est pas simplement de dire on a fait des formations en agriculture et 50% des participants ou 40% des participants étaient des femmes. Ça, c'est vraiment un indicateur de processus. Si on veut être dans l'impact,
il faut qu'on attende un petit peu pour pouvoir dire, OK, 50% des femmes ont participé aux formations, et alors, qu'est-ce que ça a changé au final pour elles? Le fait de participer à une formation ne veut pas dire que ça va avoir un impact ensuite sur votre pratique. Donc pour l'évaluation d'impact, on a toujours besoin d'un temps de décalage, et malheureusement, très souvent, les politiques et les programmes ne mettent pas ce temps de décalage en action. La question 7, par rapport à ce deuxième critère, il est sur l'audit indépendant. Le problème de cet indicateur 5C1 dont nous sommes en train de parler, c'est qu'il est beaucoup dans l'autodéclaration. En fait, on fait confiance au gouvernement pour auto-déclarer leurs bonnes pratiques sur les questions de BSG. Cet indicateur pourrait permettre éventuellement de voir si cette autodéclaration a également un aspect un peu plus indépendant, s'il y a un audit indépendant qui a été fait. Bien entendu, tous les gouvernements veulent être bien notés, bien classés. Donc ça peut être relativement facile de dire oui, on a fait ci, on a fait ça, là on est bon, là on est bon, là on est en bonne route. Encore faut-il que quand même il puisse y avoir une autorité de manière un peu indépendante qui évalue si effectivement ces choses-là se sont faites et se sont bien faites. Le troisième critère, s'il vous plaît, la suivante. Donc le troisième critère concerne la transparence. Ça, c'est évidemment très important, la transparence d'un point de vue de la gouvernance. Comme on a dit tout à l'heure, en tant que citoyen, en tant que citoyenne, on est tous des contributeurs au budget de l'État. Bonjour, c'est Elisabeth qui vous parle. Je pense qu'il y a un petit problème de son avec Claudie. Et, donc, je vous propose. Bon, c'est dommage d'interrompre la partie de sa présentation, mais elle va revenir. Je suis sûre qu'elle va se reconnecter. Ce que je propose, Alexandra, c'est peut-être qu'on avance avec la présentation des cours et puis dès que Claudie sera disponible, eh bien, on reviendra sur la fin du questionnaire. Ça te semble bien, Alexandra? Oui, ça marche. Alors, on y va. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez connectés. Je suis Elisabeth et donc, comme l'a dit Alexandra, je coordonne les cours sur la BSG au centre de formation d'ONU Femmes. Claudie vient de nous dire qu'elle a eu une coupure de courant. Donc, j'espère que ça va revenir rapidement. Et donc, je voulais vous parler des cours dont on dispose au centre de formation pour le public francophone. Et ce cours, on a maintenant au centre de formation une offre plus grande de cours en français. On sait qu'il y a beaucoup de demandes depuis les pays francophones, mais souvent on commence par l'anglais et puis on traduit à l'espagnol et au français. Donc là, je vais me focaliser sur les cours de BSG. Donc pour vous dire que nous avons sur ce thème 3 modalités. Nous avons un premier cours qui est d'auto-apprentissage, ensuite un autre qui est modéré en ligne et une autre option qui est une formation présentielle. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Notre public, eh bien en fait, c'est ouvert à tous les publics, je dirais. Mais en particulier aux personnes qui travaillent en planification et en budgétisation, soit au niveau local, soit au niveau national. Et donc depuis les gouvernements locaux, régionaux, nationaux, aussi pour la société civile, c'est très important.
et les personnes qui font partie de réseaux ou d'organisations pour les droits des femmes ou les droits humains en général, des personnes qui peuvent venir de la recherche, des universités ou des instituts de recherche, des organismes internationaux et peut-être d'autres que je ne mentionne pas maintenant, mais bref, c'est ouvert à tout public intéressé à ces questions d'égalité de genre. Donc, vous avez ici le lien de notre portail web. Si vous cliquez sur ce lien, vous verrez toute l'offre de nos cours. Si vous mettez l'option français du site, vous accéderez à tous les cours offert en français. Si vous mettez l'option espagnol, à tous ceux qui sont en espagnol, et l'option anglais à tous ceux qui sont en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info.trainingcenter@unwomen.org. On est là pour vous répondre. Et parfois, la technologie est un petit peu pose des défis, mais on vous aidera pour vous connecter ou pour vous créer un compte. On passe à la suivante, Alexandra? Bien, alors passons au cours en autonomie ou auto-apprentissage en ligne. Ça, c'est un cours qui est court, qui dure environ 3 heures et que vous pouvez prendre à votre rythme. Alors, le portail a une option de paiement en ligne, donc vous pouvez payer les cours ou bien en faisant un virement sur un compte qu'on peut vous donner, ou bien avec une carte bleue, on va dire. Donc, ce cours a un coût de $60. Et il est toujours ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez demain créer votre compte sur notre campus, le campus du centre de formation de NUFAM, et donc acheter ce cours, et ensuite vous aurez accès à ce cours pour toujours, on va dire, et vous pourrez le commencer, ensuite l'arrêter pendant une semaine si vous êtes occupé, le reprendre, etc. À la fin du cours, vous avez un petit questionnaire, vous pouvez essayer plusieurs fois, mais il faut que vous atteigniez 80% de bonnes réponses pour pouvoir obtenir le certificat qui peut se télécharger directement du campus. Donc, à la fin de ce cours, environ de 3 heures, vous aurez un certificat avec votre nom et le titre du cours. On recommande beaucoup ce cours pour s'initier un petit peu au sujet. Donc, il a 4 modules. Le premier module parle des budgets sensibles au genre, les qualités des sectes, le développement et les droits humains. Donc, quel est le lien entre cet outil et ces thèmes? Le deuxième est la perspective de genre dans la macroéconomie. Le deuxième module sur les budgets sensibles au genre dans la pratique, avec beaucoup d'exemples dans différentes régions. On essaye que nos cours présentent toujours des exemples de différentes régions du monde. Et le quatrième module s'attache plus spécifiquement aux outils des budgets sensibles au genre. Donc, comme je le disais, c'est un cours qui est idéal si vous voulez vous initier au sujet. Et également, on pense que par exemple dans un ministère ou dans une organisation, il est probable qu'une personne soit la personne en charge de ce thème, mais il est bon aussi que les collègues connaissent un minimum, donc il y a comme un langage commun. Donc on recommande beaucoup ce cours, voilà, pour des organisations aussi, pour que plusieurs personnes dans l'organisation le prennent, pour avoir un langage commun et pour pouvoir mieux avancer dans les projets. On passe au suivant, Alex. Bien, alors la deuxième modalité, là, on rentre dans un cours qui va un peu plus en profondeur. C'est un cours qui est modéré en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez aussi avoir un compte sur le campus et que vous allez pouvoir accéder à un espace. Vous pouvez voir un exemple ici sur vos écrans. Et vous aurez donc des indications sur les activités à réaliser et comment les activités que vous devez réaliser pour pouvoir avoir le certificat à la fin de la formation. C'est une formation qui est plus longue, qui dure 11 semaines, presque 3 mois. Et cette année, nous aurons le cours du 3 septembre au 23 novembre. Alors, on va avoir un groupe seulement en français,
Mais aux mêmes dates, on va avoir un groupe seulement en espagnol et un autre groupe seulement en anglais. Il n'y aura pas d'interaction entre les 3 groupes, mais pour que vous le sachiez, il a un coût de 600 $. Alors, la particularité de ce cours, c'est que vous avez donc des lectures. Il est organisé, on est en train de le réviser maintenant, mais en 4 ou 5 modules. À chaque module, vous avez des lectures. Et puis ensuite, vous avez des webinaires. On fait 3 webinaires en général durant le cours. Donc, sur des expériences bien précises, des personnes du gouvernement ou de la société civile qui nous racontent leur expérience. Et vous avez des quiz à la fin de chaque module. Et puis, une chose très importante, vous avez un exercice sur lequel vous allez travailler de manière accumulative, disons. Donc, vous allez choisir un sujet, un thème, un secteur et un contexte qui sont particulièrement importants pour vous dans votre pays, la localité où vous êtes, ou en fonction de ce sur quoi l'organisation travaille. Et étape par étape, on va vous demander de commencer à travailler sur ce thème. Et là, la modératrice a vraiment un rôle fondamental. Elle va vous donner donner ses commentaires de manière très personnalisée. Et je pense que vraiment on a eu des expériences de personnes qui sortent du cours avec déjà une espèce d'ébauche de projet ou des idées de comment améliorer ce qui est en train de faire. Donc, je pense que c'est ce qui est intéressant. Il y a aussi des forums, évidemment, où vous pouvez échanger des expériences entre participants au cours. Et donc, en fait, on regarde vraiment les 5 étapes qui vont depuis l'analyse des politiques, l'analyse du contexte, l'analyse du budget, et puis ensuite le suivi et l'évaluation et les stratégies d'élaboration de budget sensible au genre. Donc là, on voit plus les différents acteurs en jeu et quelle serait la manière la plus stratégique de pouvoir avancer dans ces projets. Voilà, donc ça c'est recommandé pour des personnes qui ont peut-être déjà un petit peu de connaissances quand même en genre et qui veulent formuler un projet ou alors le mettre en œuvre, l'améliorer. On peut passer au suivant, Alex. Voilà, alors la dernière modalité, c'est donc un cours présentiel de 5 jours. Alors, nous-mêmes, le centre de formation a dans son calendrier déjà des dates. Alors, très important pour vous, en français, nous allons avoir notre première formation présentielle à Rabat au Maroc du 2 au 6 juillet. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, merci de partager l'information. Et en anglais, on aura une formation à Istanbul, en Turquie, du 22 au 26 octobre. La formation est plus chère, 1500 $. Et bon, la formation en espagnol, on l'a déjà eu au début d'année. Alors évidemment, la modalité présentielle, l'avantage, c'est qu'on peut faire peut-être plus d'exercices, donc d'applications, et beaucoup aussi d'échanges entre participants sur leurs pratiques, qu'est-ce qui fonctionne pas, quel outil toi tu utilises. Nous, on a des problèmes entre, je sais pas, le ministère de planification et le ministère des Finances, comment vous faites, etc. Donc, c'est un espace où évidemment, on apporte des contenus en tant que facilitatrice, mais aussi on essaye beaucoup qu'il y ait des moments d'échange entre participants. Alors, ce cours peut être adapté en fonction, on adapte toujours les cours en fonction des personnes qui participent. Donc, on peut avoir un niveau plus basique ou plus élevé en fonction du groupe. Donc, il y a les cours que nous, on a dans le calendrier. Si jamais vous avez un besoin, vous particulier, on peut aussi faire un cours à la carte, on va dire. Et donc, certains des contenus qui sont abordés, c'est bien sûr les concepts clés, les cadres analytiques sur la BSG, le panorama des expériences dans différentes régions ou dans la région où se passe la formation, et quel est le contexte global et les innovations qui sont faites, aussi les stratégies des différents acteurs, bien entendu le cycle budgétaire et comment
transversaliser le genre, l'analyse des revenus, les différents outils qui sont utilisés en BSG avec des exemples et des exercices d'application et aussi les indicateurs à utiliser. Donc voilà pour les différentes modalités. Comme je le disais, on est à votre service. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Alors, Claudie n'est pas revenue pour le moment. Et comme vous le savez, bon, je coordonne le cours, mais je n'ai pas le niveau d'expertise de Claudie. Mais on peut commencer peut-être, Laetitia, à avoir, et Alexandra à avoir quelques questions. Et j'essaierai d'y répondre au mieux. Oui, merci beaucoup Elisabeth et je suis désolée pour le problème de technique avec le son de Claudie. Nous avons de nombreuses questions que je vais vous lire. Ce que je propose, si Elisabeth n'est pas capable de les répondre, on va faire un document et on va essayer de demander Claudie plus tard pour les réponses. Et d'ailleurs, pour les questions de temps, nous n'aurons peut-être pas le temps de toutes aborder aux questions, mais nous pouvons rester en contact par email. Alors, les questions de Aoua Dégéré, j'espère que je le dis correctement. Que sont les acteurs clés pour les budgétisations sensibles aux gens, effectives et efficientes? Les outils à utiliser pour s'assurer de la prise en compte du genre dans tout le processus de la budgétisation et les méthodes de contrôle pour s'assurer de la prise en compte effective du genre dans le budget. Ok, merci Aoua pour la question. Alors, les différents acteurs clés pour la budgétisation, bien entendu le gouvernement, donc surtout le ministère de la Planification et le ministère des Finances. Si ces deux ministères ne sont pas coordonnés, ça peut être problématique parce qu'effectivement, si dès le départ une politique ou un programme n'est pas bien formulé avec des objectifs clairs par rapport à l'égalité des genres, ça va être difficile ensuite de pouvoir obtenir des informations sur le côté budgétaire. Un acteur qui est fondamental à notre avis, c'est la société civile organisée. Et on a des expériences beaucoup en Amérique latine en fait où et aussi en France, donc Claudie par exemple travaille ici ou là-dessus avec son réseau ou avec par exemple en Belgique l'association Les Femmes Le Monde selon les femmes, pardon. Donc où c'est vraiment la société civile qui essaye de se former sur ces questions, d'acquérir un petit peu aussi le jargon, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident pour des personnes qui sont pas dans les finances, qui n'ont pas de formation, d'aller à la rencontre des personnes en charge des finances d'un gouvernement. Donc il y a un côté d'apprentissage du jargon, du fonctionnement du budget, mais c'est vraiment important que la société civile fasse pression, pose des questions, éventuellement fasse son rapport de son côté, fasse des études et à plusieurs moments justement du cycle budgétaire puisse interpeller le gouvernement ou travailler ensemble aussi pour se compléter en fait. Donc, on a des expériences. Je sais qu'en Espagne aussi, il y a un groupe d'économistes féministes aujourd'hui justement qui vont voir le Parlement pour faire le bilan en fait de ce qui a été fait. Donc, je pense que la société civile forcément, et c'est dommage que Claudine ne soit pas là parce qu'elle a une belle expérience. Elle a une belle expérience à raconter au Sénégal et sans doute d'autres à raconter. Donc, super, Claudie, que tu sois revenue. Donc, j'ai commencé à répondre un petit peu sur les acteurs de la budgétisation. Donc, c'est bien, c'est pas seulement en République dominicaine qu'il y a des coupures de courant. Ah, d'abord le courant et ensuite la Wi-Fi, la totale. C'est les joies du direct. Super. Très bien. Donc, j'ai commencé à raconter un petit peu, à répondre sur les acteurs, donc l'importance de la société civile. Oui. Je ne sais pas si tu veux continuer sur les outils. Je pense qu'on en a vu déjà quelques-uns.
On a mentionné finalement les principaux peut-être dans la présentation. Oui, je pense que ce qui est important de dire, c'est que les outils de la BSG, c'est aussi quand même beaucoup les outils du mainstreaming, de l'intégration transversale du genre. Parce que vraiment, les principaux outils de la BSG, comme on a dit, c'est l'utilisation des données, par exemple. Le fait, c'est pas possible de faire une budgétisation sensible au genre si on n'a pas des diagnostics, si on n'a pas des informations chiffrées, quantifiées, qualifiées d'une manière sexo-spécifique sur les besoins des femmes et des hommes, que ce soit en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'usage des transports en commun, transports publics, l'usage de l'eau, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, enfin tous les sujets sur lesquels on travaille, aussi bien sûr les sujets qui sont très spécifiques à la question de l'égalité de genre, comme par exemple la question des violences. Il faut absolument que l'on puisse avoir des données sur lesquelles s'appuyer. Et ça, c'est quand même une grosse exigence de l'intégration transversale des questions de genre, c'est de ne pas partir avec des politiques qui sont complètement aveugles à la question du genre. Donc tout ce qui est recherche, études, audit, ce sont vraiment des outils très importants pour faire avancer la budgétisation sensible au genre. De la même manière, à l'autre bout de la chaîne, toute la question de l'évaluation, il faut qu'on puisse avoir des outils qui permettent de mesurer à la fin d'un cycle, d'une politique ou d'un programme, véritablement sur qui on a eu un impact et sur quoi on a eu un impact. Et notamment, est-ce qu'on a eu un impact sur les inégalités. Et je crois que c'est très important de voir aussi qu'on doit se servir des outils d'analyse du genre, par exemple, besoins pratiques, intérêt stratégique, empowerment, les différents niveaux de l'empowerment. À quoi on a réussi, qu'est-ce qu'on a réussi à faire bouger, qu'est-ce qu'on a réussi à faire changer avec les budgets tels qu'on les a utilisés. Est-ce qu'on a uniquement mis de l'argent sur le pratique? Est-ce qu'on a aussi mis de l'argent sur les questions plus stratégiques qui permettent évidemment de faire aussi que l'égalité de genre soit de manière voilà, intégrée de manière plus durable dans nos sociétés. Et puis après, bien entendu, il y a des outils qui sont spécifiques à la BSG. Un outil très important, par exemple, c'est les budgets temps. Des outils qui permettent de mesurer quel est le temps que passent les femmes, que passent les hommes en comparant à toutes les activités de la vie quotidienne. Tout ce qui est non rémunéré, notamment le travail domestique, tout ce qui est rémunéré, donc tout ce qui est dans le domaine du productif, mais aussi tout ce qui est dans le domaine de la citoyenneté, de la participation à la gouvernance, de la participation politique. On sait très bien que si les femmes sont moins impliquées dans les questions de gouvernance, que ce soit local ou même à un niveau plus élevé, y compris dans l'éducation, c'est souvent que le poids des tâches domestiques est très très lourd. Donc c'est important d'avoir des budgets temps qui permettent vraiment d'avoir une image très claire de qui passe du temps à faire quoi et qui n'a pas le temps de faire quoi, et voir comment avec le budget on peut essayer de changer ça. Après, sur les budgets même, il y a des marqueurs, on en a parlé, on peut essayer de catégoriser les budgets, de regarder voilà, quel est le volume d'argent qui va strictement sur les femmes, quel est le volume d'argent qui va strictement sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi quel est le volume d'argent qui est plus généralement attribué à la santé ou à l'éducation ou à la formation professionnelle, mais qui tiendrait compte des inégalités de genre qui existent à l'intérieur de ce secteur. Il y a tout un tas d'outils qui permettent de lire véritablement les politiques, mais de lire aussi les budgets, à la fois en termes des dépenses, mais aussi en termes de recettes. Et ça, c'est très important de regarder ça. On n'a pas le temps, évidemment, dans un webinaire comme celui-ci, de les passer tous en revue, mais bien sûr, c'est le but des formations, j'imagine, dont vous avez parlé, ateliers ou formations en ligne, que d'aller plus loin dans ces outils. Mais il y a toute une panoplie d'outils, et tous les outils que vous connaissez déjà parce que vous avez déjà pratiqué les questions de genre sont à recycler et sont très utiles aussi pour les budgets genre.
Merci beaucoup, Claudie, et bien revenu. Merci. Je vous demande, si vous êtes d'accord, on va repasser les questions d'avant sur les critères et vous pouvez avoir la chance de terminer la présentation, si vous êtes d'accord. Oui, ben on en a déjà un petit peu parlé. Ce troisième critère, donc ces questions auxquelles les gouvernements doivent répondre, elles concernent véritablement la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va demander au gouvernement déjà si les données sur les budgets sont publiées. Est-ce que voilà, les citoyens, les citoyennes, les associations, les chercheurs dans les universités ont accès? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est dans le domaine public? Ça, c'est très important, que ce soit sur le site du ministère des Finances, par exemple, ou bien diffusé d'une autre manière. C'est la question 3.2, parce qu'on sait très bien, on vient de le voir à l'instant, hein, l'Internet, c'est pas forcément toujours fiable, et puis on sait aussi que tout le monde n'a pas accès à l'Internet. On sait qu'il y a une fracture numérique aussi en termes de genre. Il y a moins de femmes souvent qui ont accès au numérique que d'hommes. Donc, c'est pas simplement de savoir si ces données sont disponibles sur un site Internet, mais est-ce qu'on a aussi trouvé les moyens de faire circuler, de faire connaître ces informations par d'autres moyens, à travers la radio, à travers peut-être des documents, à travers des campagnes qu'on va pouvoir voilà, mettre en place pour atteindre les gens qui n'ont pas accès à Internet. Donc l'accessibilité est très importante, pas simplement le fait de publier, mais de publier de manière accessible. Et puis bien entendu, il y a la question aussi du timing, hein, si on publie des informations sur les allocations budgétaires qui servent à l'égalité de genre, il faut qu'elles soient publiées en temps pour que la société civile puisse s'en servir, pour que les parlementaires puissent s'en saisir et éventuellement poser des questions au sein d'une municipalité, par exemple, si on travaille au niveau local ou si on travaille au niveau national, au sein du Parlement. Donc là, il y a trois dimensions. Est-ce que c'est publié? Est-ce que c'est publié de manière accessible et est-ce que c'est publié à temps? Et donc ça, c'est très important d'un point de vue de la transparence, de la redevabilité et de la gouvernance. Alors, juste pour finir avec les critères, une fois que les gouvernements ont rempli ce questionnaire et qu'ils le remettent dans le cadre donc de ce partenariat mondial, hein, de l'agenda Addis Ababa, on va pouvoir de manière globale voir combien de pays ont répondu. On a dit que dernièrement, on avait 81 pays qui avaient répondu. On voit qu'on en a plus maintenant. Tous les pays ne répondent pas à toutes les questions. Bon, ça veut dire qu'on peut classer grosso modo les pays en trois catégories. Il y a ceux qui sont entièrement conformes aux exigences. Il y a ceux qui répondent à certaines exigences, et puis il y a ceux qui ne sont pas encore en mesure de répondre à ces exigences. Et bien évidemment, l'idée, c'est d'accompagner et de faire en sorte que de plus en plus de pays se retrouvent dans la première catégorie des pays qui répondent entièrement aux exigences. Pardon, j'ai un problème d'élocution. Alors, juste pour terminer, comme on a dit au début, avec cet indicateur 5C1, on s'intéresse surtout au système. Est-ce que les systèmes sont en place? Il faut savoir qu'au-delà de l'existence donc des mécanismes et des systèmes, il y a dans le questionnaire une question facultative hein, qui n'est pas notée et qui demande au pays de déclarer le pourcentage du budget gouvernemental qui est alloué au programme d'égalité de genre. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on dépasse la question donc, de la mécanique pour vraiment s'intéresser au volume et notamment voilà, comparer ce volume, ce pourcentage dédié aux questions de genre de manière transversale ou spécifique, de le comparer au volume budgétaire d'un pays et de voir donc si le volume budgétaire correspond
aux besoins et aux nécessités du pays. Et c'est pour ça, je reviens donc à la question posée par une des participantes, qu'on a besoin d'avoir des données claires, des profils genre dans nos pays qui nous disent clairement quels sont les besoins. Parce que c'est uniquement en connaissant véritablement les besoins qu'on peut estimer comment, en termes budgétaires, en volume budgétaire, on va pouvoir y répondre. Sinon, on est vraiment dans de la devinette. Et on ne peut pas se permettre, sur un sujet aussi grave que celui-ci, d'être dans la devinette. Il faut évidemment partir de quelque chose d'objectif. On peut continuer avec les questions des auditeurs. Oui, merci. Je pense que ça nous amène directement à la prochaine question de Amy Manga. Est-ce qu'il n'est pas mieux indiqué d'intégrer la question de genre sur le programme scolaire afin de permettre une meilleure compréhension de principes genre? Ben, évidemment, plus on commence tôt et mieux c'est. Donc c'est évident qu'on a véritablement besoin, et ça fait partie de nos analyses dans le secteur éducatif, on a besoin pas simplement de pousser plus de filles à aller à l'école, mais aussi d'intégrer la question du genre dans les curricula. C'est très important. Parce que si vous envoyez des filles à l'école pour leur apprendre simplement les mêmes choses qu'avant, c'est-à-dire comment être une bonne mère et une bonne épouse et comment obéir à son mari, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Donc plus de filles à l'école, bien évidemment, à tous les niveaux, hein, jusqu'au niveau universitaire évidemment, mais aussi intégrer les questions de genre dans les curricula, dans Et je les dirais recherches. aussi, si tu peux me permettre, Claudie, aussi intégrer tout ce qui est éducation civique. Et justement, on a des matériels très intéressants, soit pour les adultes, soit pour les enfants, d'expliquer justement qu'est-ce que c'est qu'un budget, et comment ça se décide, quel est le budget de ton pays, comment ça se passe. Oui, absolument. Parce que je pense que nos enfants en général manquent de cette éducation civique, de comment fonctionne le, Complètement. la gouvernance, etc. Bien sûr. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire réviser les manuels scolaires. Ça veut dire former les enseignants et les enseignantes. Ça veut dire travailler sur le harcèlement, les violences de genre à l'école, parce que c'est pas à l'école qu'on devrait apprendre la violence, ni ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment l'endroit où il faut commencer à dire que non, c'est non. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui passent effectivement par l'éducation. Ça veut dire qu'il faut aussi mettre le paquet d'un point de vue budgétaire sur l'éducation. Merci beaucoup pour cette réponse. Une question plutôt pour Elisabeth peut-être. Pour le cours à Rabat, on des frais de formation. Merci de nous donner des informations sur le coût de l'hébergement de Logby Karine. Ah, merci beaucoup pour cette question. Oui, parce que j'ai pas spécifié. C'est très important. Alors, le coût de la formation n'inclut pas l'hébergement, ni le voyage, on va dire, le billet d'avion. Donc, le coût du cours que je vous ai donné, donc $1 500, inclut les 5 jours de formation, les pauses café, le déjeuner. Mais le dîner, l'hébergement et le billet d'avion restent à votre charge. Merci pour cette information. On envoie une note logistique aux participants pour leur proposer des hébergements, mais chacun est libre, on va dire, de trouver son hébergement. Et on en profite pour dire bonjour à Karine, qu'on connaît un petit peu, je crois. Oui, exactement. Merci. Venons à question numéro 4 de Fatoumata Koumbar-Dieng. Je n'ai pas bien compris le questionnaire à remplir pour le ministère des Finances. Avons-nous une idée sur les pays qui pratiquent de manière systématique la BSG? Si oui, est-ce que vous avez quelques exemples en Afrique? Alors, ce questionnaire, il fait donc partie de ce nouvel agenda 2030. Donc, normalement, tous les ministères devraient le remplir, hein. On a vu que ça n'est pas encore le cas. Avons-nous des idées sur les pays qui pratiquent de manière systématique la BSG en Afrique? Oui,
D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite récemment, je crois, c'est par le Fonds monétaire international, qui évalue les BSG qui sont pratiqués en Afrique notamment. On pourra éventuellement partager le lien. Alors, en Afrique, il y a des pays qui ont commencé déjà depuis pas mal de temps. Hein. Un des pays pionniers, on va dire, sur la BSG, c'est l'Afrique du Sud. La Tanzanie pratique la BSG depuis déjà aussi pas mal de temps, vraiment poussée par la société civile qui a réussi à réunir autour de la table société civile et gouvernement. On sait que le Rwanda aussi a une pratique assez élaborée avec la circulaire genre, avec le rapport genre, avec voilà toute une démarche qui est voilà, on peut trouver pas mal de choses en ligne là-dessus. Le Maroc, qui est également bien avancé là-dessus. C'est aussi pour ça en partie que l'atelier aura lieu à Rabat, parce qu'il y a maintenant un centre d'excellence sur la BSG au Maroc. Le Sénégal qui commence à s'y mettre. J'ai vu passer dernièrement le dernier rapport genre du ministère, je crois, je ne sais pas si c'est des finances ou de l'économie, qui fait le point justement sur l'argent qui a été dépensé en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc oui, en Afrique, ça avance aussi. C'est pas forcément en Afrique qu'il y a encore le plus de pratiques, mais il y a déjà des exemples de pratiques. En revanche, on sait qu'il y a des pays où ça n'a pas encore bougé beaucoup en Afrique. Ce qui est évidemment compliqué, c'est que quand les pays sont en conflit, et malheureusement, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, il y a souvent des situations assez instables, en Afrique centrale aussi. Bon, c'est évident qu'au Congo, il n'y a pas de BSG, enfin évident, malheureux et évident, en République centrafricaine non plus. Voilà, pour qu'on puisse faire de la BSG, il faut aussi qu'il y ait des conditions démocratiques, des conditions de paix. Et c'est un peu, il y a quelque chose d'un peu itératif là-dedans, parce qu'on peut aussi essayer avec la BSG d'établir des gouvernements qui soient plus transparents et moins corrompus. Donc on peut aussi espérer que la BSG puisse à terme, notamment si elle est poussée par la société civile, on sait qu'il y a des pays où on a très peu de chances que ce soit le gouvernement qui s'en saisisse, ou alors qui s'en saisisse uniquement pour faire bonne figure, pour se donner une belle image internationale. Et c'est pas de ça dont on a besoin. C'est un véritable travail vers l'égalité réelle. Et donc, dans les pays où les gouvernements sont aux abonnés absents, on va dire, sur les questions de gouvernance, il faut que ce soit la société civile qui s'en saisisse et qui fasse aussi ce travail d'interpellation. Et je sais que ça n'est pas facile. Mais oui, il y a des exemples en Afrique et vous pouvez trouver des informations et on pourra vous en donner. Fatoumata, oui. Oui, le Maroc, le Mali en Afrique. Alors le Mali avait commencé, malheureusement le conflit a interrompu. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que généralement les situations de conflit viennent et les changements de gouvernement viennent un peu voilà, perturber cet exercice. Mais ils ont fait partie du pilote, c'est ce que je voulais dire, ils ont fait partie du pilote voilà. de ce nouveau questionnaire. Voilà, voilà. Et on sait qu'en Tunisie, en Algérie aussi, il y a un intérêt pour le Voilà, il y a beaucoup de démarrage. Il y a beaucoup de pays qui sont en phase de démarrage, qui ont envie d'avancer. Certains qui sont déjà bien avancés. D'autres qui avaient bien commencé. Par exemple, l'Afrique du Sud avait très bien commencé. Et puis, avec le changement de gouvernement, ça s'est tassé. Il faut bien voir aussi que c'est aussi, avant tout, l'égalité de genre, c'est aussi une volonté politique. Donc, quand il n'y a pas de vision politique sur ces questions-là, quand il n'y a pas de volonté politique sur ces questions-là, on peut avoir une BSG, mais qui va être très superficielle et puis qui va être très, comme je disais tout à l'heure, cosmétique. Et c'est pas la cosmétique qui est intéressante, c'est véritablement le travail de changement social qu'on veut mettre en avant. Donc, il faut se méfier de la BSG cosmétique. C'est un peu ça que je veux dire aussi. Merci beaucoup pour cette question. Cette réponse, je pense que vous avez répondu aussi à la deuxième question de Fatoumata. Donc, on va passer à la question d'Isabelle Ouchamer. L'égalité homme-femme peine à être une réalité dans plusieurs pays africains. Les politiques ne tiennent pas toujours compte des sexospécificités. Face à cet état des choses, pensez-vous que les gouvernements sont conscients de l'importance qui rêve la budgétisation sensible au genre? Aussi, l'ENIS n'a pas coutume à ventiler les données
par sexe, ce qui rend délicat l'obtention des données. Ouais. Bon, là, il y a vraiment deux questions très importantes ici. Effectivement, est-ce que les gouvernements sont conscients de la BSG et de l'importance de la BSG? Bah, ça reprend un petit peu ce que je disais dans la question juste avant. Euh, il y a clairement des gouvernements pour qui ça n'est pas la priorité. Il y a des gouvernements pour qui c'est une priorité très cosmétique. Il y a des gouvernements pour qui, effectivement, la réalité des inégalités et de l'impact des inégalités sur le développement est véritablement maintenant acquis. C'est très difficile de comprendre l'importance de la BSG quand on n'a pas compris l'importance de l'égalité et quand on n'a pas compris l'ampleur des inégalités ou qu'on ne veut pas accepter que pour changer certaines inégalités, il va falloir aussi s'attaquer à certains enjeux culturels. Vous savez, le relativisme culturel est aussi une question. Hein, quand on pense que oui, mais l'égalité femmes-hommes, c'est une attaque à la culture, c'est une attaque aux traditions, ça veut dire que là, on avait un vrai travail à faire. La société civile, notamment les associations de femmes, associations féministes, ont un véritable travail à faire pour démontrer qu'on peut tout à fait garder sa culture, le meilleur de sa culture, tout en faisant avancer l'égalité de genre. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour faire effectivement remonter des données. Ça veut dire qu'il faut faire de la recherche. Combien d'universités véritablement font de la recherche? Combien d'universités? Et on a fait un travail dernièrement justement pour recenser les universités qui enseignent les questions de genre. Finalement, en Afrique, il y en a très peu. Donc, il n'y a pas d'enseignement du genre dans les universités. Ça veut dire qu'il y a assez peu de chercheurs qui finalement font des recherches sur le genre. Donc, ça veut dire qu'il y a assez peu de données sur ces questions-là qui remontent et qui sont exploitables. Donc, tout ça, c'est vraiment un cercle un peu vicieux qu'il faudrait essayer de transformer en cercle vertueux, pardon. Et la question les instituts nationaux donc de la statistique sont vraiment un acteur très très important puisqu'effectivement tout l'appareil statistique doit être adapté à la ventilation sexospécifique. Et là, c'est pareil, on a quand même de beaux exemples dans pas mal de pays. Je pense qu'il y a aussi des études de cas, des bonnes pratiques à ressortir pour voir comment certains instituts de la statistique ont réussi à changer tous leurs outils statistiques pour faire changer donc les données qui sont produites. C'est pas du tout infaisable. On ne peut pas se cacher derrière la complication de faire des données ventilées pour dire on ne peut pas faire de la BSG. Voilà. Peut-être qu'on ne peut pas changer l'appareil statistique d'un bout à l'autre du jour au lendemain, mais peut-être on peut commencer par des secteurs qui sont des secteurs dont on sait qu'ils sont très sensibles à la question du genre. Ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être les secteurs sociaux. On n'est pas obligé de commencer avec tous les ministères. Et d'ailleurs, si on regarde comment ils ont fait en Tanzanie, comment ils ont fait au Rwanda, comment ils ont fait au Maroc, ils n'ont pas fait tout d'un coup. Ils ont commencé avec des ministères pilotes, là où ils savaient que ça serait un peu plus facile d'y aller, là où ils pensaient que peut-être il y aurait un peu moins de résistance. C'est clair que si vous commencez en disant « Ok, moi je m'attaque au ministère de la Défense », ça va être plus compliqué de commencer à faire de la BSG au ministère de la Défense que de faire de la BSG peut-être à la santé ou à l'éducation. Donc c'est vraiment des stratégies qui doivent être décidées localement en fonction des atouts puis des complications que vous avez dans différents contextes. Mais l'INS, c'est un acteur très important, comme le Parlement est un acteur très important. Mais ça veut dire aussi que peut-être il y a des lois qui doivent sortir pour exiger, par exemple, les données ventilées par sexe. On a vu que dans pas mal de pays qui sont assez hiérarchiques dans leur fonctionnement, le fait que la question de la BSG soit inscrite dans la loi budgétaire, c'est ça aussi qui a permis de faire avancer les choses. Hein, il faut que ça soit écrit dans le cadre politique, que ça soit une décision qui vienne de très haut.
Ça ne veut pas dire que la société civile doit attendre que la décision vienne d'en haut. La société civile, elle est là aussi pour pousser et faire en sorte que cette décision soit prise à un moment donné. Merci. Venons à la question numéro 8. En Haïti, la société civile participe très peu dans le processus d'élaboration du budget et n'a pas accès aux lois des finances budgétaires votées par le Parlement. S'il vous plaît, pourriez-vous nous proposer des méthodes ou des stratégies qui peuvent nous aider à être partie prenante du budget, ce qui favorisera un meilleur contrôle du budget par rapport aux questions de genre, de Jackson Kirby. Oui, bah, je crois que ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Il y a un travail qui a été fait, un travail préliminaire qui a été fait en Haïti. J'ai en tête deux documents justement sur la BSG en Haïti qui parlent à la fois des problèmes mais aussi d'éventuelles stratégies. Peut-être que cette personne pourrait essayer de se les procurer ou voir peut-être que je sais pas si je crois que ce sont des documents qui sont dans le centre de ressources d'ONU Femmes sur la BSG. Peut-être on pourra faire un rappel de ça aussi si ça n'a pas été fait. Alors en Haïti, eh bien, je crois que c'est aussi l'importance de regrouper les acteurs de la société civile autour de cette question de la BSG. Comment dire, le fait que la société civile ne soit pas unie très souvent, c'est un facteur qui permet au gouvernement de continuer à ignorer la société civile. On sait que la société civile, elle est diverse, elle est variée. Quand il n'y a pas beaucoup de financement, parfois même elle est un peu en concurrence. Ça, ce sont vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut qu'il y ait un groupe de société civile, pas juste une association, mais vraiment un consortium, un collectif qui s'intéresse à cette question budgétaire. Vous avez des parlementaires, vous avez y compris des femmes parlementaires. Je me souviens même de femmes parlementaires qui ont été dans des formations au budget genre. Il faut aussi interpeller les parlementaires, c'est le relais vers le Parlement, bien entendu, mais aussi le relais vers le gouvernement. Donc il y a vraiment une exigence à avoir. Il ne faut pas attendre que le budget soit publié, il faut aller le chercher. Je crois que là où ça a marché, dans les pays où ça a marché, la société civile a vraiment joué un rôle proactif. Elle n'a pas attendu qu'on l'invite, elle n'a pas attendu qu'on lui mette les choses devant les yeux, mais elle est vraiment allée le chercher. Et ça veut dire qu'il faut avoir un rôle très actif d'interpellation auprès des parlementaires, auprès de tout le mécanisme chargé des questions de genre. Il y a quand même un ministère chargé des questions de genre. Il y a des relais qu'il faut trouver. Je crois que le fait que la société civile s'unisse autour de cet enjeu-là, c'est extrêmement important. Il faut que la société civile aussi se forme, s'informe et se forme, parce qu'on ne peut pas y aller avec une idée trop vague de ce que l'on recherche au final. Donc, il y a des associations en Haïti, j'en connais quelques-unes et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont envie de bouger sur ces questions-là. Il faut les trouver, il faut travailler avec elles, il faut travailler ensemble, il faut qu'il y ait un vrai collectif. Tout seul, on ne va pas pouvoir faire changer les choses. Donc, je conseillerais vraiment à Jackson d'aller repérer quels sont les membres de la société civile qui seraient prêts à bouger sur ces questions-là. Et les parlementaires. Claudie, nous avons eu une personne qui a participé d'Haïti dans notre cours de l'année dernière. On pourrait vous mettre en contact peut-être. Qui était dans une institution onusienne. C'est pas forcément là que ça peut bouger le plus. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est un collègue. Il y a de la société civile. Enfin, je pense au réseau Femmes Capables d'Haïti avec Nadine. Nadine, son nom m'échappe maintenant. Mais voilà, qui a vraiment envie j'en parlais avec elle il n'y a pas longtemps, elle a vraiment envie de bouger sur ces questions-là. Donc, il faut que ces associations s'identifient entre elles, se regroupent et bougent ensemble. Bouger ensemble, c'est très important. Il faut qu'il y ait une masse critique. Si c'est juste une association qui y va, le gouvernement n'aura pas peur, le Parlement n'aura pas peur. Il faut qu'il y ait une vraie masse critique qui bouge. Merci Claudie et Elisabeth. Je veux juste vous dire merci beaucoup pour toutes vos questions. On a reçu beaucoup, mais
Pour des questions de temps, nous n'aurons peut-être pas le temps de toutes les répondre. Et les questions qu'on a sur l'écran maintenant, on va essayer de les répondre dans le temps qui nous reste. Mais s'il vous plaît, les envoyer par email après le webinaire. Alors, une question de Noëlla Thioa. Est-ce qu'on peut avoir les exemples réussites de BSG? Et aussi, elle a demandé, est-ce que, c'est plutôt une question pour Elisabeth, est-ce que l'ONU Femmes peut faciliter des contacts pour des bourses de formation sur les cours de BSG? Merci. Alors, je commence sur les exemples réussis. Bon, comme tout à l'heure, on a cité quelques exemples pour l'Afrique. Il y en a d'autres en Amérique latine, très diverses. Il y en a d'autres en Asie. Il y en a en Europe. Je conseillerais vraiment à Noëlla de lire certaines des évaluations qui sont sorties récemment et qui sont extrêmement instructives. Encore une fois, je pense qu'il y en a dans le centre de ressources de l'ONU Femmes. Il y a des évaluations qui ont été faites dernièrement sur l'Amérique latine, sur l'Asie-Pacifique, tout un document aussi qui évalue la BSG dans les pays européens, dans les pays africains. Donc je pense maintenant que voilà, il faut vraiment avoir cette curiosité. C'est trop long à expliquer comme ça dans le cadre d'un webinaire. Il faut vraiment prendre le temps de lire, de comprendre le contexte et de voir comment chacune a évolué. Mais voilà, il faut se documenter. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, chacune de nous qui nous intéressons à la BSG, on ne peut pas faire l'économie de se renseigner, de s'informer. Le webinaire, c'est bien, mais il faut aussi aller lire. Il faut aller lire les recherches qui paraissent sur ces questions-là, parce que je crois que c'est vraiment en prenant le temps de bien lire qu'on va réussir aussi à bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour ajouter à cela, cependant, nous avons 2 webinaires qui ont été faits sur une expérience au Sénégal à laquelle Claudie a participé et une autre en Belgique. Donc ça, vous pouvez y accéder sur notre chaîne YouTube. Ça, c'est en français. Et on a aussi des BSG locales, plutôt au niveau local et municipal. Voilà. Et puis, on a d'autres webinaires, mais cette fois-ci en anglais ou en espagnol pour les personnes qui peuvent comprendre ces 2 langues, sur la Bolivie, l'expérience au Mexique, une expérience en Andalousie, qui est vraiment toujours citée comme un bon exemple, à Berlin en anglais et au Maroc, justement. On a aussi un webinaire sur le Maroc. Donc, ça peut être aussi des bonnes ressources pour vous. Et tu confirmes, Elisabeth, qu'il y a aussi pas mal d'informations dans le centre de ressources ONU Femmes. Oui, exactement. On peut vous partager le lien d'ailleurs. Ok. Concernant les bourses, malheureusement, nous n'avons pas de bourse à offrir au centre de formation de NUFAM. Ce que nous faisons, ce sont pour des groupes de plus de 3 personnes, faire une réduction en fait sur le prix des cours. Donc, si jamais vous êtes 3 ou plus de personnes qui participent d'une même organisation, on peut faire comment on appelle ça, une remise, j'ai même oublié, une réduction de prix. Je pense que c'est aussi intéressant. C'est très difficile d'aller trouver une bourse dans son propre pays si on vient pas avec un projet. Simplement de dire j'ai envie de me former à la BSG, ça va, c'est pas ça qui va vous obtenir une bourse. En revanche, si vous faites partie d'un collectif, si vous faites partie d'un groupe qui a vraiment une envie particulière de travailler la BSG, qui a un projet d'interpellation, qui a un projet de recherche, là, c'est beaucoup plus possible d'essayer d'obtenir des fonds pour soutenir ce projet-là, y compris d'intégrer des formations dans ça. Vous pouvez tout à fait aussi, on n'a pas besoin forcément de partir à l'étranger pour faire une formation. Vous pouvez aussi essayer de voir qui serait prêt à financer dans votre pays un atelier de formation. Et là, on peut trouver des formateurs, des formatrices pour donner ça. Dans votre pays, ça va vous coûter moins cher. Vous pourrez former peut-être 20 ou 25 personnes de votre organisation ou de votre collectif, ce qui est important parce que plus vous avez de personnes formées, plus vous pouvez faire bouger. Le problème des formations à l'étranger, c'est que vous allez y aller, ça va être intéressant. Vous êtes d'Haïti, vous allez rencontrer des Maliens, des Tunisiens, des Marocains. Ça va être intéressant.
Mais quand vous rentrez en Tunisie, vous êtes en Haïti, vous êtes tout seul. Alors que si vous organisez un atelier sur la BSG en Haïti, vous pouvez former vos 25, vos 30 personnes, et ça veut dire que là, vous avez une masse critique de personnes qui a la compréhension et qui a les outils. Et là, vous pouvez peut-être davantage trouver dans votre pays, peut-être auprès d'ONU Femmes, mais peut-être auprès d'autres bailleurs internationaux, nationaux, des ONG, je ne sais pas, des personnes qui vont être prêtes à financer un tel atelier et une démarche de BSG. Mais trouver une bourse pour financer une personne toute seule, si elle est un peu un électron libre et qu'il n'y a pas quelque chose autour, ça va être plus compliqué. Donc réfléchissez à inscrire votre projet de formation dans un projet de BSG, mais qui n'est pas personnel, qui est collectif. Oui, j'allais justement mentionner, Claudie, que il nous est arrivé, nous évidemment, on travaille avec toutes les. Il y a une question aussi là-dessus avec tous les bureaux pays dans le monde d'ONU Femmes. Donc évidemment, on leur fait passer l'information sur nos formations, et il arrive bien souvent que dans le cadre de leur programme, par exemple au Maroc, ils ont un programme sur la BSG, en Tunisie, en Algérie, ça nous est arrivé avec le Mali aussi. Et alors au Sénégal, j'avoue que je ne suis pas sûre qu'ils travaillent vraiment au niveau d'ONU Femmes, la BSG, mais il est arrivé que le bureau pays décide de financer la participation de personnes des gouvernements, mais aussi de la société civile. Parce que ça nous intéresse évidemment, nous, dans les formations, d'avoir des personnes avec des profils différents. Ça enrichit beaucoup la discussion. Donc, c'est effectivement une possibilité. Si je reprends l'exemple de ce qu'on a fait au Sénégal sur la budgétisation municipale, on avait un vrai projet. Et on a présenté ce projet à différents bailleurs. Et ce projet a été accepté. Et donc, on a pu faire au Sénégal, dans les villes, donc à Saint-Louis et sur Matam, dans les villes qui étaient nos villes pilotes, on a organisé des formations dans ces villes-là, mais dans le cadre du projet global de BSG qu'on avait l'intention de mener. Merci beaucoup. Venons à la question numéro 10. Est-ce qu'il y a des démarches particulières à suivre pour planifier la BSG dans les pays en conflit où toutes les conditions ne sont pas réunies selon les normes? Je prends l'exemple du contexte de mon pays d'origine, la République démocratique de Congo. Merci. Dominicaine. Non, c'est du Congo, oui. Edel Kawitan, qui est en Canada. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de démarche particulière, mais c'est vrai que c'est toujours un contexte un peu plus compliqué dans les pays en conflit. Évidemment, on sait que les conflits ont des impacts très très forts sur certains aspects de la vie des femmes, bon, en général, hein, des citoyens en général, mais évidemment sur la question des femmes, évidemment au Congo, on ne peut pas ne pas penser à la question des violences faites aux femmes dans le cadre des conflits. Donc peut-être qu'une démarche particulière pour les pays en conflit, c'est de rentrer justement par les domaines où les femmes sont les plus affectées par les conflits, notamment sur la question de la violence, et donc de regarder avec les différents partenaires qui sont impliqués dans la question des violences, comment travailler à travers la BSG à vraiment mettre en place de la prévention et de la prise en charge des violences faites aux femmes. Dans le cas du Mali, par exemple, j'ai une étudiante il n'y a pas longtemps qui a décidé, elle, de regarder, elle faisait partie d'un dispositif onusien qui est chargé donc de la question de la gestion des conflits, de la réconciliation, du maintien de la paix dans son pays. Et elle a décidé de prendre ce budget-là comme étude de cas pour voir comment l'argent était dépensé, pour arriver à la conclusion au final qu'il y avait très peu d'argent qui était dépensé avec une vraie perspective de genre. Donc c'est aussi interpeller les différentes institutions qui sont chargées donc de la gestion des conflits, réconciliation, maintien de la paix, pour savoir comment est-ce qu'elles impliquent les femmes dans tous ces processus-là. Parce qu'on sait très bien que quand les femmes ne sont pas autour de la table des négociations, la paix a moins de chances.
Donc, je dirais que quand vous êtes dans un pays en conflit, c'est vraiment de choisir, oui, les domaines où les femmes sont très impliquées, mais aussi les domaines où les femmes sont très peu impliquées, comme celui de la participation à la question politique, et de travailler à travers la BSG à renforcer tous ces dispositifs-là d'un point de vue du genre. Bon, c'est très compliqué. Un pays comme la RDC, c'est effectivement très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas, ça veut pas dire qu'on peut pas agir, mais je dirais que comme pour le cas d'Haïti, il faut trouver des partenaires avec qui travailler. Il faut voir qui travaille déjà sur ces questions-là. Je sais qu'en RDC, par exemple, nos collègues de Le Monde selon les femmes ont déjà fait pas mal de travail sur la BSG, ont formé des gens à la budgétisation sensible au genre, certains de leurs partenaires. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont la connaissance, qui ont les outils. Donc là aussi, c'est une question de mise en réseau. J'insiste vraiment sur le réseau. J'insiste vraiment pour qu'on se pose la question, quand on fait partie de la société civile, de comment on travaille en synergie avec les autres et pas chacun dans son coin. Parce que ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous fait beaucoup de tort et beaucoup de mal et qui permet à ceux que le genre n'intéresse pas de continuer à travailler tranquillement parce que pendant que la société civile est trop occupée à ne pas s'entendre. Elisabeth, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou... Non, non, pas pour cette question, merci. Venons à notre dernière question. Je suis désolée pour ne pas pouvoir répondre à tous. Mais la question 11, pour le travail de la BSG, la participation est importante et je suis d'accord, mais qu'en est-il de l'inclusion du point de vue de l'intersectionnalité? Logby, Karine, GM, Mobio. Oui, on en a parlé un peu plus tôt dans le webinaire. C'est évident que je suis contente que Karine pose cette question de l'intersectionnalité. C'est évident qu'on ne peut pas travailler la BSG en prétendant qu'il y a d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes, et que toutes les femmes sont dans le même sac et tous les hommes sont dans le même sac avec les mêmes conditions, les mêmes préoccupations, les mêmes discriminations. C'est évident qu'on peut pas travailler ça. Donc il faut vraiment travailler l'intersectionnalité, c'est-à-dire tenir compte du fait qu'il y a des femmes jeunes, moins jeunes, des femmes de différentes ethnies, des femmes de différentes religions, des femmes avec différents statuts. On sait que par exemple dans certains contextes, le fait d'être une femme mariée ou pas mariée, ça vous donne des droits ou ça vous en enlève. Le fait d'être une femme qui est chargée de son ménage, une famille monoparentale, ça vous donne des droits ou ça vous en enlève. Selon que vous êtes handicapé ou pas handicapé, forcément, vous n'avez pas non plus les mêmes discriminations, les mêmes opportunités, et la même chose pour les hommes. Ce qui est très important, je crois, c'est vraiment dans cette intersectionnalité de ne plus être dans cette démarche qui malheureusement est encore trop fréquente, où on dit, voilà, on va s'occuper des femmes, on va s'occuper des jeunes, on va s'occuper des personnes âgées, on va s'occuper... Non, parce que parmi les jeunes, il y a des hommes et il y a des femmes. Parmi les âgés, il y a des hommes et il y a des femmes. Parmi les handicapés, il y a des hommes et il y a des femmes, jeunes, moins jeunes. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Faire des données sexo-spécifiques où on ne compare que en fonction du sexe. Bon, on a vu que c'était déjà pas toujours très facile, mais évidemment, c'est relativement plus aisé que de faire des indicateurs avec l'intersectionnalité où on va faire des groupes, pas uniquement en fonction du sexe, mais aussi en fonction du sexe, croisé avec l'âge, croisé avec le handicap, croisé avec autre chose. Mais je crois que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller de plus en plus, et notamment, puisque c'est la question de Karine, sur la participation. Vous savez, en France, on a une loi qui dit qu'on doit avoir 40% minimum de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Bon, on voit très bien que les femmes qui font partie de ces 40%, ce sont les femmes d'une certaine élite, d'une certaine classe, pas très différent d'ailleurs de l'élite des hommes qui participent à ces conseils d'administration. Donc évidemment, elles ne sont pas diverses. Ce sont des femmes, mais elles ne sont pas diverses. Elles ne sont pas diverses en termes de leur classe sociale,
elles sont souvent pas très diverses en termes de leur âge, c'est souvent des femmes d'un certain âge. Elles sont très peu diverses en termes de leur ethnicité, en termes de leur origine ethnique. C'est la même chose pour la participation dans les médias. On peut essayer de faire participer plus de femmes, mais si ce ne sont que des femmes blanches d'un certain âge, alors ça veut dire que, voilà, qu'est-ce qu'on fait des femmes plus jeunes et des femmes noires? Donc, la participation, y compris autour de la table de négociation pour le budget, il faut aussi la réfléchir dans ces termes. Ça ne suffit pas de dire on a mis 50 de femmes, 50 d'hommes. Il faut aussi se poser la question de savoir, oui, mais quelles femmes et quels hommes, et essayer d'avoir le plus de diversité possible à l'intérieur même du groupe femmes et à l'intérieur du groupe hommes. Donc c'est très important et je remercie vraiment Karine d'avoir rappelé cette notion-là. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense aussi que c'est très important. Malheureusement, nous devons nous arrêter maintenant pour des questions de temps. Nous vous remercions pour votre participation. Et bien sûr, n'hésitez pas à visiter notre campus à l'adresse que vous voyez sur l'écran, trainingcenter.unwomen.org. Et vous pouvez également nous adresser vos questions à info.trainingcenter@unwomen.org. Nous allons vous envoyer un mail avec les liens de notre chaîne YouTube où vous trouverez ce webinaire. Je suis désolée encore pour les problèmes techniques qu'on a eus. J'espère quand même qu'on a tout couvert dans la présentation. Maintenant, il ne me reste que de vous souhaiter une excellente semaine. Merci encore à vous et nos panélistes, Claudie et Elisabeth. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Claudie. Et merci à tous pour la connexion. On reste en contact. Et bonne semaine. Merci, Claudie. Merci à vous.